De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Marc-Mvé Bekale, maître de conférence à l'IUT de Troyes. Tiambel Gimbayara, journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali. Et le Mali, on en parle justement. Alors, au cours de ces 14 minutes d'allocution du président Ibrahim Boubacar Keïta, on a quand même le sentiment d'un président qui ne peut ni aller sur le terrain de la rupture, mais pas non plus sur celui de la continuité. Quelle stratégie pour lui pour contrer cette opposition de plus en plus renforcée? Marc-Mvé Bekale. La stratégie, c'est d'abord de rester sur ses convictions, comme il le disait, à savoir que pour le Mali, il n'y a pas une ambition personnelle, mais une ambition pour le pays, pour le Mali. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. On n'a pas regardé encore dans le détail, n'est-ce pas, les propositions politiques et économiques. Je pense que ça reste les mêmes que lors de son premier mandat. Donc ça reste les mêmes, et je ne suis pas sûr que du côté de l'opposition, qu'il y ait des propositions disruptives ou des propositions de rupture. Hein, ce qui, moi, me semble important, et il y a eu aussi, d'après ce que j'ai lu, des efforts dans le domaine, n'est-ce pas, pour améliorer la situation économique. C'est la lutte contre, par exemple, la corruption, etc., qui est un problème terrible qui paralyse, n'est-ce pas, les économies africaines. Et ça me ramène ou m'amène à des problématiques cruciales qui se rapportent au chômage des jeunes en Afrique. Je crois qu'il faudrait mettre le paquet là-dessus, travailler à la création du travail pour la jeunesse, pour faire face à toute n'est-ce pas, cette hémorragie à laquelle on assiste dans pas mal de pays africains aujourd'hui. Au-delà, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, il y a d'abord le retour de la stabilité, de la paix, etc. Mais il y a aussi du travail à faire dans le domaine économique, et je crois que ça soit lui ou ses adversaires, les enjeux restent les mêmes. Emmanuel Dupuis. Oui, mais en même temps, son ministre des Finances, Konaté, a démissionné justement parce qu'il ne suivait pas la politique économique du président. Pas la politique ministre de la Justice. Ministre de la Justice, pourquoi Finance, ministre de la Justice. Donc, ça a été mon propos. Le président Ibeka est face à un dilemme. La plupart des candidats qu'il a en face de lui ont été ses ministres, en tout cas pour les principaux. Et donc, ça va être très difficile de se départir d'un bilan sur lesquels un certain nombre de responsables politiques peuvent aussi s'appuyer. Tout le monde a parfaitement conscience, et tout le monde, je crois, autour de cette table, et plus généralement sur le continent africain, souhaite la réussite du président Ibeka, parce qu'il en va de la stabilité, encore une fois, du Mali et de l'ensemble des pays du G5 et de la bande sahélo-saharienne et au-delà. Maintenant, après, il y a des méthodes. Il y a le choix de partenaires privilégiés, il y a des priorités. Et il y a sans doute, pour ce prochain mandat, quel que soit le président, à mon avis, à s'intéresser davantage aux Maliens. Et à s'intéresser, comme le disait Tiambel, au panier de la ménagère, à l'éducation des jeunes, parce que ce sont là des trappes à pauvreté. Et ces trappes à pauvreté sont les principaux adjuvants ou les principaux ingrédients qui permettent aux groupes armés terroristes et aux organisations criminelles de remplacer l'État. Donc il faut réaffirmer l'État. Quel que soit le candidat, il faut que l'État malien soit de manière homogène, présent dans l'ensemble des cercles de ce vaste pays. Est-ce que Ibeka réussira à le faire? Force est de constater que jusqu'à présent, des interrogations ont pesé sur la manière dont il a permis cette homogénéisation du retour de l'État. On a plus l'impression que ça s'est fait en étoile, avec des priorités. Kidal est une priorité récente, même si ça demeure une priorité réussie aujourd'hui. Réussie, certes, mais récente. Mais il faut quand même poursuivre les efforts pour que la paix s'instaure, pour que le MOC soit opérationnel, pour que les Maliens, les Kidola se sentent au Mali, pour que les infrastructures de base rejoignent ces zones-là. Il faut continuer cet effort-là. C'est vrai que ça ne peut que se faire dans la continuité. Voilà, vous, véritablement, vous notez des améliorations sur le plan sécuritaire, alors que quand même depuis 2015, les attaques se sont
étendue vers le centre et vers les pays du centre, voilà, vers le centre et les pays frontaliers, le Burkina Faso, le Niger. Oui, j'avoue qu'il y a eu un effort là. Quel était l'état de l'armée pendant la crise post-électorale de 2012? Elle allait de repli stratégique en repli stratégique. Aujourd'hui, c'est des contingents entiers qui sortent pour faire des opérations, telles que la dernière grande opération, c'est l'opération sur le centre avec le déplacement du Premier ministre. 47 FAMA sont aujourd'hui à Kidal pour intégrer le MOC, le mécanisme opérationnel, et bien avant et d'autres. Il y a des efforts, certes, 1000 milliards de nos francs ont été mobilisés pour la loi de programmation d'orientation, c'est des projections. Mais ce qui est réel sur le terrain, c'est que les forces armées ont confiance en leur mission, reprennent confiance, sont mieux outillés pour faire face à l'ennemi et sont aidés dans le cadre du G5 et par rapport à la communauté internationale avec les alliés également, la MINUSMA et j'en passe, la France et d'autres pays. Il y a un progrès certes notable dans ce domaine-là. Il faut continuer dans le domaine de la gouvernance, il faut continuer dans le domaine économique pour traduire cette macroéconomie-là dans les réalités, le panier de la ménagère du Malien. Il faut, dans le domaine de l'éducation, relever le challenge de laver le cerveau de ces jeunes-là qui constituent le terreau de recrutement de ces groupes djihadistes. Alors c'est aussi une question de développement. Tout à fait, tout à fait. Et donc le président de la République est confronté à ces défis-là, mais c'est aux Maliens de renouveler cette mission-là. Il faut l'accepter avec quel que soit l'avantage, mais on ne peut jamais proclamer un résultat avant la tenue des élections. Alors, le 29 juin nous le dira. En tout cas, le camp du président Ibrahim Boubacar Keïta compte sur une victoire dès le premier tour. Marc Mvebekale. Il compte sur le... oui. Enfin, en tout cas, prédit, voilà. Je crois qu'il appartient aux Maliens de s'exprimer. C'est le jeu démocratique qui va le déterminer. On ne peut que signaler les éléments qui sont là. Les éléments, je l'ai rappelé tantôt, oui. La DEMA-PAJ, qui est le plus grand parti, le parti le plus implanté, c'est des atouts, certes, avec le PDS, et lui, son parti aussi, le RPM, ça a quand même fait un grand front, un front large, politique, mais il y a une autre réalité de mobiliser l'électorat jeune. Il faut rappeler qu'avec la rélecture du code électoral, le toilettage des textes et la loi électorale, on est passé de 6 millions d'électeurs à 8 millions, dont 20% de jeunes. Et ces jeunes-là, il va falloir les convaincre. Et qui est mieux placé par rapport à l'opposition ou au camp présidentiel pour les convaincre, justement, la clé de la réussite de l'élection est certainement là. Le président Ibrahim Boubacar est le mieux placé pour... je pense aujourd'hui, parce qu'il mobilise, il fait confiance, il tient un discours qui rassure et sa mobilisation va au-delà. Peut-être que les Maliens ne souhaitent plus simplement être rassurés, mais véritablement des actes qui changent leur quotidien, Emmanuel. Je crois que les Maliens veulent surtout être représentés. Et donc, dans représenter, il y a représentatif. Ce qui diffère de l'élection précédente et de celle-ci, c'est qu'il y a sans doute eu de la part du président Ibeka un regard biaisé sur un certain nombre de communautés. Et donc le poids des communautés est important. Premièrement parce que la sécurité, comme vous l'avez très justement dit, ne concerne pas seulement les 3 régions du Nord. Maintenant, il y a de plus en plus d'attentats qui se produisent à proximité de Bamako. Il y a de plus en plus de régularité d'attaques d'un certain nombre de communautés. Je ne prendrai que la communauté Peul, qui régulièrement est accusée de fournir des bataillons de terrorisme, mais qui est également là, nous sommes dans une instrumentalisation politique. Je souhaitais ne pas évoquer ça sur ce plateau parce que c'est un problème maliano-malien. Nous savons à Bamako. Qui est-ce qui sont à la base de l'instrumentalisation de ces peuples-là pour les confronter au Dogon? C'est des millions d'années que ces populations vivent paisiblement dans la plaine et cohabitent depuis des années. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui pour des questions. Dans aucune polémique, je dis juste que c'est un élément important dont le président doit tenir compte. Et puis un autre élément qui n'est absolument pas polémique, parce que c'est sans doute une des clés, me semble-t-il, du scrutin, c'est le rapport à la religion. Le président Ibeka avait le soutien du Haut Conseil des oulémas, avait le soutien et de Haïdara et de Diko, qui sont les représentations institutionnelles des instances. Aujourd'hui, je crois qu'il faut cette séparation-là. Il faut aller beaucoup plus loin, séparer le religieux du politique, parce que l'emprise religieuse, là, on a vu les conséquences. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que
lors du précédent scrutin, il s'est appuyé sur ce soutien. Là, ce soutien lui échappe. Pourquoi? Trouve-moi quel parti politique ne s'appuyait pas sur eux ou ne les fait pas la cour par rapport aux voix. Mais ça s'arrête là, je crois que ça doit s'arrêter là. On ne doit pas quand même les impliquer et faire un distinguo réel entre les religieux. Mais il faut en tenir compte. Je suis d'une ville religieuse, mais je trouve quand même que ce distinguo-là doit intervenir un moment pour la bonne conduite des affaires de l'État, surtout pour la gouvernance. Un dernier mot, Marc Mvebe-Kale. Oui, un dernier mot pour... c'est-à-dire que moi, au-delà des questions de sécurité qui ont été évoquées, qui vont être essentielles dans ces élections, je crois que oui, les candidats devraient davantage s'adresser à la jeunesse aujourd'hui. Alors moi, j'insiste sur les jeunes. C'est vrai que là, tu présentes la complexité à la fois culturelle et religieuse, n'est-ce pas, du pays. Mais il reste que la mobilisation des jeunes, crée de l'espérance, hein, surtout l'espérance auprès de la jeunesse. Je pense que ça, c'est un point qui sera certainement essentiel pour, n'est-ce pas, décisif lors des élections à venir. Alors on passe au reste de l'actualité dans notre grand angle. Mon ami, ça ne me faisait pas de tâche. Ça ne faisait pas de tâche. À quand un partenariat économique gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe? L'accord de Cotonou qui régit depuis 20 ans les relations entre les deux régions arrive à son terme en 2020. L'occasion peut-être pour l'Afrique d'étudier un nouveau cadre de partenariat. Les ministres du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique en discutent justement à Lomé au Togo. Tous martèlent la nécessité de renégocier un nouveau cadre, un nouvel accord finalement de coopération plus favorable à l'Afrique, donc discuter un nouveau cadre avec l'Union européenne. Les précisions dans ce reportage d'Emefa Kofi. 79 pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et des Pacifiques en réflexion à Lomé, la capitale togolaise, sur comment améliorer leurs échanges économiques et sociaux avec l'Europe. À la veille de cette rencontre, une session extraordinaire a été consacrée à l'accord de Cotonou, entré en vigueur le 1er avril 2003 et révisé en 2005. Il a pour objectif central la lutte contre la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que les ministres du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique se réunissent du 29 au 30 mai pour baliser la voie dans l'optique d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE après 2020. Le partenaire européen a déjà exprimé de façon claire sa vision du futur accord de partenariat. Mais disons-nous la vérité. Et nous, quelle est notre vision? Nous voulons examiner et adopter, et nous l'espérons, un mandat de négociation du groupe ACP. L'accord de Cotonou expire en 2020. Des avancées ont été notées depuis la signature de cet accord, aussi bien sur le plan politique, économique que social, selon la chef de la diplomatie jamaïcaine et présidente du Conseil des ACP, Kamina Johnson-Smith. Cependant, les inégalités demeurent au sein des États signataires. Du côté du groupe ACP, il y a lieu de souligner pour s'en réjouir une croissance économique enregistrée par un certain nombre de pays. L'enjeu, c'est la guerre au manque de développement dans nos pays et la pauvreté absolue, voire objective. Le développement économique durable, le financement du développement, la révision de l'accord de Georgetown sont entre autres questions à aborder. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne profite peu à l'Afrique subsaharienne, selon beaucoup d'observateurs. Pour un meilleur développement économique, ces derniers recommandent le renforcement de la coopération sud-sud. Entre 2012 et 2013, le commerce entre les pays d'Afrique de l'Ouest représentait 9% du total des activités commerciales. Alors un accord de Cotonou qui profite finalement très peu à l'Afrique. Celui-ci arrive à son terme en 2020. Donc là, est-ce que c'est un rapport de force là, qui s'engage avec l'Union européenne? Mais la question, c'est de savoir, est-ce que l'Afrique peut résister? C'est un double rapport de force. D'abord, d'ailleurs, Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères du Togo, l'a rappelé, il y a un rapport de force intra-pays ACP, où il y a parfois des incohérences ou des divergences de point de vue pour présenter ce fameux mandat unique qu'appelle de ses voeux le ministre des Affaires étrangères à l'occasion de la réunion de Lomé. Il y a évidemment un hiatus qui s'est créé, d'ailleurs il n'a
il a été mis en exergue il y a de cela quelques mois à l'occasion du 5e sommet Union européenne-Union africaine, où on voit bien qu'il y a des différences d'approche. L'Union européenne est fascinée, pour ne pas dire focalisée, sur la question migratoire. D'ailleurs, la question de la relation entre les 28 et les 79 pays ACP est, j'allais dire, prise en otage par cette question. Donc, évidemment, il y a cette question de définir quelles sont les priorités communément acceptées de part et d'autre de cette énorme zone de développement économique et de développement humain, 700 millions d'habitants, si on met en exergue les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. Et puis il y a, comme je le disais précédemment, sans doute des ajustements à faire au niveau des pays ACP. D'ailleurs, on se trouve dans un paradoxe. Le Togo préside au moins jusqu'en juillet prochain la CEDEAO. Et en même temps, on sait qu'un certain nombre de pays ne vont pas jusqu'à remettre en cause la légitimité du président Faure Gnassingbé, mais l'interroge quand même sur le caractère adémocratique de sa relation avec la difficile, voire très fragile négociation avec l'opposition. Donc on voit bien qu'il y a des différences d'approche que cette réunion de Lomé a mis en exergue. Marc Mvebekele. Oui, alors, sur cette question, je crois que j'ai tendance à vouloir jouer du cynisme, à savoir que là, on nous dit que voilà, des accords, on va négocier de nouveaux accords, etc., qui, bon, bien évidemment, portent sur, qui ont une dimension économique, tout ce que l'on veut. Et moi, je crois savoir que pour nous, observateurs extérieurs, ce dont on a besoin et qui nous préoccupons du développement économique de l'Afrique, ce qui nous intéresse a priori, c'est de savoir ce que jusqu'à présent ces accords ont donné comme résultat. Alors, je crois que ça c'est essentiel. Alors si on veut, parce que ces choses-là devraient aussi se faire avec la mobilisation des peuples, tout ce que l'on veut. Hein, parce qu'on parle de tout cela, donc des accords qui vont être négociés jusqu'à X date, etc. Mais on n'a pas d'informations. Il faudrait peut-être que j'aille vers l'information pour savoir de façon substantielle, n'est-ce pas, ce que tout cela donne. Et ce que je disais, c'est que le thème prochain le thème de la prochaine session, c'est accompagner la transformation économique et sociale des États, la région et autres. Donc là, moi, je ne peux pas m'emballer par rapport à tout cela, tout simplement parce que je n'en vois pas. Ce sont des grands-messes comme ça, mais bon, sur le plan... Finalement, pour vous, il y a une opacité un petit peu sur ces contrats. On a le sentiment que on parle de ces accords, de ces relations, alors que lorsqu'on considère la situation économique de certains pays africains, bon, je ne prends pas l'Afrique dans sa globalité, lorsqu'on considère certains pays, on se rend compte que ça n'avance pas. La raison pour laquelle aujourd'hui, ou du moins essentielle pour laquelle les jeunes veulent quitter l'Afrique, on nous dit que l'Afrique c'est le continent du futur, c'est le futur Wakanda de Black Panther, mais ce qu'on voit dans les détails, dans la réalité n'est pas véritablement, ne correspond pas aux projections. Et donc, à partir de là, je me dis que il y a assez régulièrement ces conférences, ces accords qui sont négociés, alors que ce que veut la jeunesse, ce que nous voulons, ce sont les résultats. Et c'est ça dont je suis demandeur, moi. Thiambel Gimbayara, est-ce que le continent est en position de renégocier de nouveaux contrats? La position de renégocier, j'en doute fortement. En tout cas, nous n'allons pas avec tous les avantages. Il me semble cohérent et raisonnable de faire le point de ces différents accords. On est parti du premier accord de Lomé où on s'intéressait seulement à équilibrer cette balance-là, à payer à l'Afrique la perte par rapport à l'exportation des produits agricoles. Et il en a suivi un peu, il en a suivi dans les 50 accords qui ont été conclus, la production minière. Ensuite, on est passé dans le troisième accord à la production, à l'industrialisation. Donc, bout à bout, l'Afrique ne fait pas le point de ce qu'elle gagne. Et depuis, il le rappelait à juste titre d'ailleurs que
si cet ensemble a été un marché énorme pour l'Europe, il n'en demeure pas moins que 2 pays, l'Afrique au sud du Sahara est le parent pauvre de ces accords-là, et on n'en tire pas profit. L'échange Sud-Sud n'est pas développé, et ça se fait au détriment de nos économies. Nous devons travailler nos économies, travailler les échanges intra-régionaux pour relever et parler de la même voix. Il n'y a pas eu de consultation, par exemple, à ce que je sache, à un niveau plus approfondi. Par rapport à ces pays, l'Afrique même ne parle pas de la même voix, et ça c'est une difficulté. Si les priorités de certains est de renégocier, après l'île Maurice, de renégocier par rapport à l'industrialisation, de l'implantation, comme l'Éthiopie le fait aujourd'hui, comme une base arrière de certaines firmes chinoises, ce n'est pas du tout le cas en Afrique au sud du Sahara. En Afrique au sud du Sahara, on se retrouve avec les préoccupations de l'Europe. Lutter contre l'immigration, comment freiner toute cette jeunesse-là qui va hors du continent. Et ça, c'est une préoccupation à laquelle il faut trouver une solution. Merci à tous les trois. On marque une courte pause et on revient dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.